Moi, c'est Lola, mais on me connaît un peu plus sur internet sous le pseudonyme, développeuse du dimanche. Mon métier, moi, à la base, c'est, game designer. C'était ce qui m'a toujours le plus intéressée, dans le jeu vidéo. Hem, j'ai pas toujours été, développeuse, indépendante. J'ai commencé par, faire des études, en game design, après le bac et à travailler à la base en entreprise. J'avais fait un stage à Ubisoft pendant que j'étais encore, dans ma formation et bah, j'ai pu pour la première fois mettre un petit peu, la main à la pâte, là-bas, dans une équipe qui, s'occupait des jeux casual de chez Ubisoft et une fois mon stage, terminé, mes études aussi et avec mon diplôme, j'ai réussi à trouver mon 1er vrai taf, en tant que game designer, level designer et testeur, chez Echo Software, où j'ai travaillé sur, des jeux assez variés. J'ai bossé notamment sur, une simulation de jeu de handball, des jeux de survie, TPS avec des zombies. Enfin, j'ai pu faire, pas mal de choses. Mais, après 1 an et demi, dans ce studio, j'ai fini par, m'ennuyer un peu. J'avais envie de tester autre chose. J'avais des idées de jeux indépendants, dans mes tiroirs depuis un moment et c'était le bon moment, en fait, pour partir comme mon contrat se terminait, de me dire: «Eh bien, allez, on va essayer l'aventure indé». C'est pour ça qu'à la fin de mon contrat, je suis partie. J'ai commencé à travailler sur mon jeu actuel qui est Propaganda et par la même occasion, j'ai aussi lancé, ma chaîne YouTube, donc Développeuse du dimanche, dans laquelle, eh bien, je raconte un petit peu mon expérience en tant que développeuse indé, vraiment du tout début, de la pré-production, jusqu'à, je l'espère un jour, la sortie et voilà à peu près pour mon parcours. Après je peux peut-être faire une définition un petit peu plus, en détail de ce que c'est le game design, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est un peu technique et tout le monde, ne sait pas forcément, ce que c'est. En fait, le game design, si on le traduit en français, c'est de la conception de jeu. Donc, c'est un métier qui va demander de déterminer les règles et les différentes mécaniques d'un jeu pour qu'elles répondent à un besoin précis. On va mettre en place, des mécaniques pour transmettre une expérience qu'on souhaite. Le game design d'un jeu d'horreur, par exemple, ne sera pas le même qu'un game design de jeu de plateforme ou d'un jeu plutôt, narratif, contemplatif, d'action-aventure et vraiment le rôle du game designer, ça va être vraiment de mettre en place toutes ces mécaniques et toutes ces règles pour qu'on puisse transmettre, ce qu'on veut transmettre aux joueurs et aux joueuses qui vont jouer à notre jeu. Voilà pour ma petite, présentation. Du coup, bah, s'il y a des questions, je serais ravie, de vous répondre et de vous éclairer un petit peu, sur mon expérience. Et d'ailleurs, ça peut être autant des questions, n'hésitez pas, qui concernent le, travail en studio que le travail en, indépendant, puisque, maintenant j'ai quand même, fait plus indépendant. Alors, je reçois la première question qui est: «Qu'est-ce que ça implique pour toi de travailler en indépendant par rapport à un studio?» Hem, c'est assez différent. Il y a pas mal, d'avantages, inconvénients, entre les 2 situations. En gros, je vais peut-être commencer par le travail en studio, parce que c'est par là que j'ai commencé. Le travail en studio, c'est assez bien pour, la régularité, pour apprendre des choses. Parce que quand on travaille dans un cadre avec un salaire, des horaires fixes, où il faut sortir de chez toi pour aller, travailler avec une équipe, hem, au final, tenir un projet sur la durée, je trouve ça plus simple parce qu'on a une motivation extérieure et on n'est pas la seule personne impliquée. On est là pour travailler en groupe. Donc, ça fait partie pour moi des choses qui sont, vraiment agréables dans le travail en studio et puis le fait aussi, bah, tout simplement d'avoir un salaire fixe et de travailler avec plein de gens d'autres équipes, des graphistes, des programmeurs. On va être, en tant que game designer, amené à dialoguer beaucoup avec les différents pôles, de métier pour, bah, tout simplement s'assurer que tout le monde, communique bien et que, bah, chaque mécanique, sera bien habillée par les graphistes et ne posera pas de problème aux programmeurs. Donc c'est vraiment aussi un travail d'écoute et de discussion qui est assez agréable. En revanche, moi, ce qui m'a plus embêtée sur la longueur, disons, c'est que c'est peut-être pas toujours un métier très créatif en studio. En tout cas, dans les expériences que j'ai eues,
on est quand même très guidé. C'est assez rare d'avoir carte blanche, sur un projet où, le game designer va vraiment pouvoir, sortir du cadre et vraiment mettre de sa personne, puisqu'après tout, c'est un projet collectif. Très souvent, il y a des éditeurs, il y a pas mal de budget, mis sur la table, donc ça fait partie un peu des inconvénients. L'indépendant, du coup, bah, voilà, a l'avantage de ça, d'être assez libre, d'avoir ses propres horaires, de pouvoir mettre vraiment, sa patte artistique dans son jeu. Mais c'est sur le côté, personnellement, motivation et contact humain que ça peut pêcher parfois. Hem, Même si, je peux avoir une personnalité un peu introvertie, ça me dérange pas de rester seule, chez moi. C'est difficile de se motiver vraiment quand on est seul en train de travailler, à se lever à des horaires fixes, à travailler à des horaires fixes, à pas trop procrastiner parce que c'est vraiment notre volonté là, pour le coup, qui est mise à l'épreuve. Mais ça reste vraiment très formateur selon moi. J'ai appris énormément de choses en indépendant parce que ça force aussi à être en autodidacte. Donc c'est un petit mélange des 2. Alors, je reçois une question de le Milka qui demande: «Est-ce que tu penses qu'il est difficile de trouver un travail en tant que game designer au sein d'une entreprise sans avoir fait une école privée telle Isart?» C'est une bonne question. C'est déjà de base assez difficile de trouver un métier en tant que game designer, diplôme ou pas diplôme. Tout simplement parce que le marché est assez, saturé. Il y a peu d'offres et il y a quand même pas mal de demandes. Hem, c'est vrai que quand on regarde les écoles privées, il y a quand même de plus en plus d'écoles qui proposent des formations en game design, donc on a beaucoup plus de gens qui sortent diplômés. Donc on arrive à une surcharge en fait de candidats, par rapport aux offres. Donc effectivement, ne pas avoir de diplôme dans ces démarches de recrutement qui sont un petit peu quadrillées, notamment par certaines grosses boîtes, hem, je pense par exemple à des boîtes comme, Ubisoft où il y a beaucoup d'entretiens à passer avant d'avoir, le job, c'est souvent un test, 3 entretiens, on regarde bien ton CV. C'est plus facile quand on a fait une école, privée, je pense, ou même une école publique, i puisqu'il y en a dans le jeu vidéo, mais en tout cas, c'est plus facile d'arriver avec un diplôme puisqu'il y a un référentiel. La personne en face de nous va directement savoir tout ce qu'on sait. Alors qu'un autodidacte, ça demande de vraiment prendre le temps de connaître la personne et pour prendre le temps de connaître cette personne, de voir ce qu'elle fait et ce dont elle est capable, faut passer par un entretien et les entretiens, on les a parce qu'on a un CV où il y a des diplômes dessus, donc c'est un petit peu compliqué, mais dans les studios un peu plus petits, un peu plus indépendants, je sais que pour beaucoup, c'est vraiment le portfolio qui va donner envie, montrer qu'on sait faire des jeux, qu'on a fait des trucs. Si jamais vous avez pas les moyens de faire une école privée, parce qu'elles sont quand même assez chères, il faut pas se le cacher, il y a toujours moyen de tenter les écoles, publiques. Si je dis pas de bêtises, l'Engmin est gratuit, mais après c'est assez sélectif, faut passer les concours. Hem, vous pouvez quand même essayer de vous former en autodidacte. Vous pouvez essayer de faire des projets. Le mieux, c'est de faire des jeux pour apprendre à faire des jeux de toute façon et si vous arrivez à tout simplement montrer ce dont vous êtes capable, sur Itch.io, par exemple, vous pouvez poster vos jeux gratuitement, et les faire tester même dans le navigateur pour faciliter aussi la démarche aux potentiels recruteurs de voir votre travail. C'est faisable, mais il va falloir trouver les bonnes personnes, le bon studio, arriver au bon moment et je vous cache pas que ça peut être assez compliqué. Pas impossible, mais quand même compliqué. Du coup, si alors j'ai une question de Aurore et Spyboy. Comment finances-tu ton projet Propaganda? Alors effectivement, Propaganda, c'est un jeu que je fais en, indépendante totale. J'ai pas d'éditeur, je suis vraiment, dans mon coin en train de le faire. Au début, j'ai financé, Propaganda grâce aux allocations, chômage. C'est le cas de beaucoup de gens qui se lancent dans des projets créatifs. Comme, quand j'étais dans mon ancien studio, mon contrat arrivait à sa fin. Si je renouvelais pas et que je partais, je savais que j'allais pouvoir toucher des aides et pour moi, je l'ai vu comme un investissement. D'autant qu'en plus, Pôle emploi, aide aussi les gens qui veulent lancer leur auto-entreprise et des projets, à se lancer. C'est possible, voilà, si jamais, vous avez envie de vous lancer, et que vous avez un petit peu peur, il existe des aides, de Pôle emploi qui permettent de lancer une activité.
Donc pendant très longtemps, moi, ça a été les allocations du coup qui ont, financé le jeu. Elles se sont terminées il y a plusieurs mois maintenant, puisque le développement de mon jeu a pris plus de temps que ce que j'imaginais. Moi, j'étais partie sur 1 an et demi, 2 ans. Là, on se rapproche, des 2 ans et demi. Donc il a fallu combler un petit peu ça et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, une page Tipeee, donc qui est, une plateforme de financement, participatif, donc qui n'est pas un Kickstarter dans le sens où je demande pas de valider un budget et si jamais j'ai eu, mon budget, c'est bon, le projet est clôturé et c'est un réel investissement. Là, c'est du don, qui peut être, unique ou mensuel, que j'ai mis en place notamment avec ma chaîne YouTube et maintenant il y a pas mal de gens qui me soutiennent et ça me permet de vivre, en tout cas de payer mon loyer et de continuer à développer le jeu. Alors j'ai une question de Lucie qui demande: «Est-ce que pour toi le fait de savoir un peu coder lorsqu'on est game designer est important?» Alors il y a pas mal de débats là-dessus dans la profession. Je pense que ça dépend vraiment en fait. Et pour moi, il y a un petit peu 2 profils de game designer. Si je résume vraiment de manière assez grossière, on a le game designer artiste, plutôt game designer graphiste et le game designer, programmeur. C'est souvent ça, qui se recoupe. On a souvent de toute façon quand on est game designer, une sorte de double profil puisque c'est vrai que c'est quand même un certain plus d'avoir des capacités supplémentaires qui vont pouvoir aider tout simplement, eh bien, les gens de notre équipe à comprendre notre vision. Puisqu'il faut savoir que quand on est game designer, on va transmettre, les mécaniques et les idées du jeu, beaucoup par écrit, beaucoup par des documents papier. Mais ces documents, les pavés de texte, c'est pas forcément les choses les plus simples à appréhender quand on n'est pas dans la tête de la personne qui a tout le concept. Donc effectivement, savoir programmer peut être un avantage puisqu'un programmeur enfin pardon, un game designer qui va proposer un prototype gameplay assez basique, va pouvoir plus facilement transmettre ses intentions et bah, faire tourner l'équipe, de manière, plutôt productive. Donc effectivement, savoir un peu coder, c'est un avantage pour moi, juste avoir des connaissances très basiques, ne serait-ce que de logique de code, ça dépanne. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent Unity, qui est assez simple, mais qui demande quand même de la connaissance, au moins en C# pour pouvoir coder, des trucs. Maintenant, il y a Unreal qui a un système de blueprint qui permet donc de coder sans vraiment coder. Ça s'appelle du visual scripting et en gros, ça permet juste d'associer des événements purement visuels pour faire fonctionner, un prototype. Moi, je sais que j'utilise Construct 2 qui est un logiciel pareil, qui utilise le visual scripting et qui, moi, me permet de faire mon jeu en ayant vraiment le minimum du minimum de la logique de code sans savoir forcément, parler un langage précis. Alors, on a une question de Aurore qui demande: «Est-ce que tu aurais des conseils de communication pour faciliter le travail entre un GD et d'autres pôles de travail?» Alors, c'est une bonne question. Je sais pas si je l'ai assez pratiqué en studio, mais pour moi, les conseils de communication, c'est vraiment d'être dans l'écoute en premier. Parce que ce que j'ai pu constater, en tout cas dans les expériences que j'ai eues, c'est que pour transmettre, ce qu'on veut, il faut aussi être à l'écoute des contraintes techniques et des problèmes des gens avec qui on travaille. Je sais que parfois, il peut y avoir des soucis entre, programmeurs et graphistes parce que certaines choses qui rendraient plus belles sont moins praticables d'un point de vue gameplay et développement et le tout, c'est de trouver à chaque fois un compromis qui fait en sorte qu'on peut avoir la meilleure solution possible par rapport aux contraintes qu'on a. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'être vraiment dans l'écoute parce que ça peut arriver sur un projet que, on soit un peu à cran et qu'on soit énervé que la personne ne veuille pas instantanément faire ce qu'on demande. C'est rarement de la mauvaise volonté, c'est souvent, bah, juste, bah, des erreurs de communication, c'est un manque d'empathie. Il faut essayer de comprendre tout simplement les contraintes des gens avec qui on travaille. Après, je pense qu'il y a moyen de trouver des méthodes beaucoup plus poussées, mais là, on arrive presque plus dans du management. Le game designer, il n'est pas vraiment manager non plus. Hem, c'est délicat. Mais en tout cas, conseil de game designer débutant que je peux transmettre, c'est vraiment ça. Être dans l'écoute, l'empathie, essayer le plus possible vous-même dans votre coin, en tant que game designer, essayer de faire de la recherche sur des points techniques d'autres milieux pour pouvoir en amont aussi anticiper les problèmes qu'ils pourront avoir
et faciliter la conversation tout simplement. Alors on a le Milka qui demande: «Est-ce que ne pas avoir de connaissances en code ou en dessin par exemple, peut être un frein en tant que game designer?» Ça rejoint un petit peu la question qu'on a pu avoir un petit peu plus tôt. Je sais pas si on peut parler de réels freins. Je me pose la question si ça a pu être à un moment, déterminant pour moi. L'avantage, c'est que quand on travaille dans une grosse boîte, si on prend ça, c'est que le, travail est très découpé. C'est-à-dire qu'on va tous être spécialistes d'un truc. Donc dans une grosse boîte qui a moyen d'embaucher plein de gens et qui a assez de budget, chacun va être un petit peu spécialiste. Donc on pourrait, dans ce cadre-là, être uniquement game designer sans savoir faire autre chose. Puisque on saura qu'il y aura plein de gens dans la team qui sont vraiment découpés, un graphiste, un UI designer, un UX designer, parce que parfois dans les petits studios, le game designer va être aussi la personne qui va faire l'UX, donc tout ce qui va être ergonomie d'interface, tout ça. Donc je pense que ça peut être un frein si jamais vous voulez travailler dans un studio un peu plus indépendant avec moins de budget, puisque bah, comme on peut moins embaucher, il faut entre guillemets savoir faire plusieurs métiers en même temps, ou en tout cas pouvoir dépanner quand il y a besoin. Alors j'ai une question de Paul maintenant, Paul M qui demande: «Pour toi le plus important dans la création d'un jeu vidéo, c'est quoi? Les graphismes, le scénario, les mécaniques de jeu?» Bah, je vais un peu, prêcher pour ma paroisse, mais pour moi, ça reste les mécaniques. Un un jeu qui serait, incroyablement beau, avec une super histoire, s'il est impraticable, c'est on n'en tirera pas de plaisir. Ça pourrait peut-être être une jolie image qu'on pourrait apprécier comme un tableau, mais ça pourra jamais être une expérience vidéoludique satisfaisante à mon avis, même si je pense qu'en plus de ça, le plus important, c'est peut-être pas tant encore les mécaniques de jeu que tout simplement la programmation derrière et le fait que le jeu soit stable. C'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais un jeu buggé, c'est pareil, c'est plutôt l'enfer pour les joueurs et les joueuses. Donc je dis pas, en faisant ça que les graphismes sont pas importants. Au contraire, une bonne direction artistique, ça peut faire vraiment la différence. Mais je pense que les mécaniques de jeu sont plus importantes. Si on prend des jeux qui ont par exemple des graphismes très sommaires, comme Thomas Was Alone, si ça fonctionne, c'est parce que le level design et les mécaniques sont là. Techniquement, pour moi, c'est ça le plus important. Alors j'ai une question de Thomas maintenant qui demande: «Qu'est-ce que tu recommandes comme lecture pour des game designers en devenir? Livres, blogs, des podcasts, des chaînes YouTube?» Alors, un des livres qu'on recommande en premier pour toute personne qui veut se lancer, c'est «L'art du game design» de Jesse Shell, qui pour moi est vraiment une très bonne porte d'entrée et qui aborde plein de principes inhérents au game design qui sont importants à voir. Après, je vous avoue que moi, j'ai pas fait toutes mes connaissances sur de la lecture. Mais ce que je peux vous recommander pour avoir plein d'avis analytiques sur les jeux vidéo que vous pouvez avoir dans votre bibliothèque, enfin dans votre ludothèque plutôt, sur plein d'aspects de game design un peu précis, c'est la chaîne YouTube de Doc Gero par exemple, qui hésite pas à s'atteler à des sujets assez précis et techniques qui parlent de game design, donc je trouve assez cool. Les podcasts que je trouve, intéressants, alors même si c'est pas tout le temps du game design, mais qui pour moi valent le coup d'être écoutés, c'est les In Dev With, si je dis pas de bêtises, de chez Gamecult, qui sont des podcasts interviews d'acteurs et d'actrices du milieu du jeu vidéo. Puisque quand on est, game designer, s'intéresser au game design, c'est très bien, il faut le faire et c'est important, il faut pratiquer, il faut chercher. Mais il faut aussi surtout s'intéresser au reste, aux autres corps de métier pour essayer de bien comprendre tout ce que ça implique et on tire toujours de toute façon du savoir, des métiers extérieurs aux nôtres et ce que j'aimais bien lire aussi fut un temps, c'était le site, Gamasutra qui a des articles, assez cool, qui peuvent autant traiter de techniques, pures, de graphisme, de game design, mais souvent les articles de game design sont intéressants et donc c'est bien d'être bilingue ou en tout cas de comprendre un peu l'anglais parce que beaucoup de ressources sont en anglais et je recommande aussi les différentes, vidéos de la GDC, la Game Design, Conférence, qui peuvent parfois aussi faire intervenir des acteurs du jeu de plateau parce qu'il y a aussi du game design dans les jeux de plateau, faut pas l'oublier, c'est pas inhérent seulement aux jeux vidéo. Donc avec ces ressources-là déjà, vous allez avoir, je pense pas mal
de notions, élémentaires, dans vos poches. Alors j'ai une question de Lucie. Est-ce que tu as des conseils pour réussir à gérer ton temps en tant qu'indépendante? Alors oui, effectivement, c'est une bonne question puisque, en tant qu'indé, c'est pas facile d'estimer, ses tâches et surtout, ben, tout simplement de travailler vraiment régulièrement, essayer de pas trop procrastiner, c'est un vrai défi personnel. Moi, ce que j'ai commencé à faire et qui marche plutôt pas mal plutôt, lapsus, non, ça marche bien. Hem, c'est le lundi matin, je vais faire un petit état des lieux de qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine et surtout qu'est-ce que je dois faire en priorité cette semaine. Donc le lundi matin, je vais me coller des post-it sur mon mur en essayant de faire en sorte que toutes les tâches que je vais afficher sur mon mur soient équivalentes au travail qu'on peut accomplir en une semaine. Moi, j'essaye pour avoir, un rythme de travail régulier, c'est de faire une semaine, de 35 heures, qu'on pourrait retrouver dans un studio. Donc, je me bosse, du lundi au vendredi, à peu près 7 heures, 7 heures par jour et en gros, je vais me dire, eh bien, par exemple, je dois travailler sur tel boss, ça va me prendre une journée, bah, je vais mettre mon petit post-it qui dure une journée. En parallèle, bah, je dois faire quelques sprites, ça je sais que ça va me prendre 2 heures. Je mets tout ça sur mon mur et à chaque fois que j'accomplis une tâche, je regarde si la différence entre le temps que j'ai estimé pour cette tâche et le temps que j'ai réellement mis à la faire, c'est beaucoup trop, décalé ou pas. Comme ça me permet aussi moi d'apprendre comment je travaille et de mieux estimer mes tâches. Puisque quelque chose qui peut décourager, c'est tout simplement de sous-estimer une tâche de travail et de voir qu'un truc qu'on pensait qui nous prendrait 2 heures nous prend finalement 2 jours. Donc en fait, c'est vraiment ça que je peux conseiller, c'est de fonctionner un peu à la semaine, parce que ça donne une ligne d'arrivée qu'on visualise et c'est un peu moins effrayant que de se projeter vraiment sur des mois, en fait. Donc si ça peut dépanner, je recommande, cette méthode. Alors, on a une question de Baris ou Barry F, j'espère que je prononce bien. Est-il possible, réaliste, de se lancer en tant qu'indépendant et se faire connaître sans faire partie d'un réseau ou en ayant travaillé dans l'industrie avant? Alors, je pense que c'est plus compliqué effectivement quand on n'a pas de réseau. Moi, par exemple, je pense que si ma chaîne a réussi à décoller un petit peu sur YouTube, c'est parce que quand je l'ai partagée avant tout à mes proches et bah, mes amis et mes connaissances viennent du jeu vidéo. Je suis allée à l'école avec eux, je les ai rencontrés en stage, sur mes lieux de travail. Donc j'avais déjà plus ou moins un petit pôle de personnes qui étaient au courant que mon jeu allait voir le jour et que, ça allait sortir et que je sais bien aujourd'hui, maintenant, avec la petite communauté que j'ai pu faire grandir, que mon jeu ne sortira pas dans le néant total. Je sais qu'il y aura déjà des gens qui seront au courant que ça existe et c'est vraiment le nerf de la guerre quand on est indé, c'est, ben, comment faire entendre que mon jeu existe dans la pléthore de jeux qu'on peut trouver sur Steam et itch.io. Donc je pense que c'est assez compliqué, mais aujourd'hui, je trouve qu'avec Discord et les réseaux sociaux, c'est quand même possible de contourner un petit peu ça et si on est curieux et qu'on n'a pas trop peur d'aller tout simplement voir des gens et leur poser des questions, je pense que c'est possible quand même de rencontrer du monde. Pourquoi pas même aussi à des événements comme, l'Indiecade par exemple, qui est une sorte de convention dans laquelle pas mal de développeurs indés exposent leurs jeux pour faire tester, des jeux qui sont finis ou non. Il y a pas mal moyen de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de tisser des liens, donc c'est pas impossible. Ça demande plus d'engagement, plus de temps, mais c'est gérable. Après effectivement, je trouve que ça reste, plus compliqué que si on a pu suivre un cursus qui nous a déjà mis de tout simplement dans ces contacts-là à la base. Alors j'ai une question maintenant de Edarius. À titre personnel, est-ce que tu préfères travailler en solo ou en équipe? Hem, je me pose la question assez souvent. Moi, je préfère travailler en solo personnellement, parce que je suis un petit peu, comment dire? J'aime bien être créative et le fait d'être en solo, c'est quand même un avantage, dans le sens où je peux prendre vraiment le temps de travailler mes idées et ça m'apporte une certaine, sérénité parce que je fais partie des gens qui sont un peu introvertis et pour qui les interactions sociales peuvent coûter parfois un peu d'énergie, même si je l'ai fait, j'ai fait des cours, j'ai fait, du boulot en studio.
Pour moi, travailler en solo, c'est assez reposant, quoi. Ça me permet d'être un peu à mon rythme et ça apporte vraiment une liberté qui est appréciable. Après, ce qui peut me manquer parfois, bah, c'est tout simplement le fait de pouvoir, vraiment partager des inquiétudes, sur le projet que j'ai avec, une une vraie team et surtout, le fait que quand on travaille en équipe, en général, c'est quand on travaille en industrie et on sait quand il y aura une date de fin au projet, c'est acté, tout est fait pour qu'on tienne les délais. En solo, l'angoisse est assez forte de pas réussir à sortir son jeu. Même si, je suis plus vraiment en solo maintenant puisque ça fait un moment maintenant que je travaille avec quelqu'un qui m'aide à la programmation du jeu et depuis le début, j'ai un sound designer qui est là puisque c'est des connaissances que j'ai pas. Donc disons que quand je suis chez moi et que je travaille, effectivement, je suis seule, mais je suis pas seule sur projet, donc je peux quand même un petit peu partager, mon expérience. Après, je recommanderais quand même de travailler en équipe pour commencer parce que c'est quand même plus simple de faire ses armes avec d'autres gens et c'est plus rassurant. Lucas P qui demande: «Est-ce que les premières expériences, stages par exemple, peuvent conditionner une carrière? Par exemple, si on travaille sur du mobile pour un moment, est-ce que c'est pas trop dur d'en sortir et de ne pas être étiqueté mobile?» Alors c'est une bonne question. Hem, je pense que ça dépend combien de temps on reste. Moi, je sais que, quand j'étais en stage sur du jeu, casu et ça m'a pas empêché après de travailler sur du jeu de niche, pas franchement casual, dans le studio qui a suivi. Je pense que si par contre, tu enchaînes les stages, en mobile et qu'après ton premier job, c'est du mobile, sans forcément que ça devienne compliqué de trouver un travail ailleurs, ça sera surtout plus simple de trouver dans le mobile puisque les recruteurs vont se dire: «Ah bah, cette personne connaît le mobile» et comme je le dis tout à l'heure, le marché étant fermé, on n'a pas non plus parfois trop l'embarras du choix quand on doit trouver un taf en game design. Donc ça dépend vraiment du temps que tu restes, à mon avis, dans cette filière. Je suis pas sûre que tu sois condamné à faire du mobile, toute ta vie, si jamais tu en as fait en stage. Il y a toujours moyen de trouver une porte de sortie, parce que même si on fait que du «mobile» entre guillemets, quand on est game designer, on va toucher à pas mal de jeux. Puisque du mobile, ça peut être à la fois un jeu, de match 3 à la Candy Crush ou un jeu de, simulation, de ville ou des jeux à la Farmville. Enfin, ça reste quand même des game design différents. Ça reste un support mobile, mais il y a toujours moyen de trouver des spécificités dans chacun des projets qu'on peut avoir, indépendamment du support, en fait. Julie qui demande: «Est-ce qu'on peut accéder au métier de game designer en faisant un DUT, MMI ou en info avant d'enchaîner sur un master spécialisé dans le game design?» Alors honnêtement, j'ai l'impression que, le game design, c'est un métier qui permet d'entrer avec des expériences et des parcours assez variés. Je pense que si à la fin tu finis par te rapprocher du game design, avec une licence ou, en allant à l'Engmin, bah, a priori, ce que tu as fait avant, ça a pas énormément d'importance. Moi, j'ai déjà entendu parler de game designers qui sont arrivés là, mais qui ont pas forcément eu un cursus, game design à proprement parler. Ça peut être des gens, je sais pas, qui ont fait plutôt du cinéma ou qui ont pu, faire Sciences Po, En fait, le game design, c'est beaucoup de technique certes, mais c'est avant tout aussi pas mal de bon sens et suivant les projets, une personne qui peut être experte d'un sujet, en étant moins expert en game design, peut quand même avoir sa valeur ajoutée, je pense, heu, sur des jeux. Je pense que le parcours peut être assez flexible, finalement. Moi, j'ai connu des game designers, qui ont, commencé leur carrière en étant, tailleurs de pierre et qui ont fait une reconversion, qui ont essayé de rechoper un diplôme ailleurs. Enfin, finalement, toutes les spécificités qu'on peut avoir pendant ses études, ça va être un atout. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur un jeu de handball et ben, imaginons que, je m'intéresse aux jeux vidéo, mais qu'à la base, je viens du sport et que j'ai été commentatrice, sportive de handball, bah, je vais pouvoir, avoir le job plus facilement peut-être qu'un game designer qui a eu un diplôme, Je pense que le plus difficile, c'est finalement d'entrer dans son premier taf en game design, c'est de trouver la première expérience et après une fois qu'on y est,
il y a carrément moyen d'y rester même si on n'a pas fait le parcours, optimal. Alors Paul qui demande: «Participer à des événements de type game jam, tu penses que c'est un plus dans un parcours de game design?» Totalement. Je pense vraiment que les game jams, c'est bien parce que, surtout en tant que game designer, ça va challenger ta créativité, dans le sens où la contrainte technique ou contrainte tout court d'ailleurs, ça peut être une contrainte de thème, ça va favoriser la créativité puisqu'on va devoir contourner des problèmes et chercher des gameplays qui sont pour le coup très originaux. Et ça, en tant que game designer, c'est important aussi d'essayer des choses. Pas forcément recopier les classiques, refaire des cas d'école, essayer de se mettre au défi et de créer un game design inédit sur un projet. Je pense que ça peut montrer aussi aux gens qui vont regarder vos portfolios que vous avez de la ressource, que vous pouvez contourner un petit peu les difficultés pour proposer des game design intéressants. Et en plus de ça, le fait que ça soit sur un temps restreint, ça demande d'être concis, ça demande d'être efficace et ça fait travailler des choses qui sont aussi importantes en game design, c'est de ne pas s'éparpiller, essayer de rester focus et surtout de discuter beaucoup avec les autres membres de son équipe. Puisque quand on est en game jam, on a rarement une personne qui va être juste là pour être chef de projet ou producteur comme on pourrait l'avoir dans un studio. Ça va être, dans pas mal de cas, le game designer qui va s'occuper de ça. Et essayer d'orienter une équipe dans une direction, c'est toujours très formateur et ça fait toujours bien sur le CV si vous dites que vous faites des game jams. Honnêtement, je ne peux que le recommander. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en faisant des jeux qu'on apprend à faire des jeux, donc 100% ouais pour les game jams. Alors une question d'Audrey. De ton point de vue, comment faire la différence en postulant pour un job quand il y a autant de game designers en concurrence pour le même poste? Alors vraiment, moi je pense que ce qui va faire la différence, ça va être parfois ce que les gens peuvent confondre avec des égarements dans les études. Mais je pense sincèrement qu'avoir une particularité, une petite connaissance technique, qui peut paraître absurde de prime abord, va pouvoir faire la différence. Je reprends l'exemple de la personne qui, a été, tailleur de pierre avant d'être, game designer. Cette personne va avoir une vision particulière de l'architecture, de comment ça se passe, les agencements de blocs, comment structurer des constructions massives. Ça va être quelqu'un qui va être utile pour faire du level design, par exemple, de faire des choses cohérentes. Si quelqu'un a besoin d'un game designer qui va être de pair avec un level designer pour faire, eh bien, des level design de villes réalistes ou de ruines qui tiennent debout, cette personne, elle va être essentielle, en fait. Et moi, ce que je vous incite à faire, c'est à cultiver votre truc. On a tous plus ou moins un truc. Par exemple, si jamais vous vous dites: «Oh là là, j'arrive pas à trouver c'est quoi mon petit truc qui va faire la différence en game design, je suis peut-être pas autant calé jeux vidéo que ce que je pense». Imaginons, vous passez, la plupart de votre temps à regarder des séries. Vous adorez les séries, vous kiffez les histoires, vous kiffez les gens qui racontent des histoires. Bah ça peut être un sacré plus si les gens recherchent un profil de game designer qui va être capable de faire passer de la scénarisation, dans du level design, qui va être, capable de faire de la cohérence entre le gameplay et le scénario pour s'arranger et s'arranger vraiment pour que l'histoire transpire dans ce que vous faites. Je pense que c'est essentiel d'avoir un petit truc un petit peu, insolite, de cultiver vraiment quelque chose qui vous plaît ou que vous connaissez. C'est ça qui fera la différence, à mon avis. Une question de Max. Pour toi, quel est le plus important pour s'épanouir en tant que game designer? Alors c'est vrai que la question de l'épanouissement est compliquée. Je pense que pour s'épanouir en tant que game designer, pour moi, ça va être de travailler sur des jeux, qu'on aime aussi en tant que joueur. Par exemple, je sais que moi, en tant que joueuse, je suis pas fan de FPS et je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'épanouir sur un projet où on me demandera de faire du FPS puisque je serais beaucoup plus dans la recherche technique, scolaire, comment fonctionne un FPS, comment ça se passe à droite, à gauche, qu'est-ce que je peux rassembler comme info et je vais être vraiment plus dans la recherche très terre à terre de comment faire bien mon travail. Alors que si, par exemple, je travaille sur un jeu, plutôt des care games, c'est des jeux que j'aime bien, donc les jeux de
façon, je sais pas, Animal Crossing, dans laquelle on va plutôt être dans quelque chose de bienveillant, où on va avoir des mécaniques de rétention, des choses qui vont nous faire revenir. Comme c'est des genres de jeux que j'aime, je vais pouvoir me projeter en tant que joueur et me dire: «Ah là là, j'adore ce jeu, mais il manquerait juste ça pour qu'il soit vraiment à mon goût». Pour moi, ça, c'est un moyen de s'épanouir, c'est finalement réussir à faire le jeu auquel toi tu voudrais jouer. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Je sais que pour plein de gens, ça peut être différent. Je pense qu'il y a énormément de game designers, eux, qui vont adorer faire que des choses nouvelles en permanence. Et d'ailleurs, c'est assez stimulant. Parfois, on peut être surpris. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur un jeu de handball, par exemple, c'était pas forcément ma came, les jeux de sport, mais je me suis quand même prise à avoir du plaisir à chercher, me renseigner, regarder des matchs pour creuser un petit peu tout simplement mes connaissances sur le sujet. Je pense que finalement l'épanouissement en tant que game designer, c'est qu'est-ce qui t'épanouit toi en tant que personne et que chaque personne a son propre moyen de s'épanouir, dans son milieu. Lucie qui demande: «Quel serait pour toi le jeu dont tu trouves le game design le plus intéressant?» Ah, c'est une bonne question. Hem, Bah, en fait, très récemment, je sais pas si c'est le plus intéressant, mais un jeu que je trouvais très intéressant point de vue game design, c'est le Tetris, Battle Royale qui est sorti dernièrement, qui m'a fait réaliser qu'en fait, il est vraiment possible en game design de faire des mash-up improbables. Tant que c'est bien réfléchi, bien conçu, il y a vraiment moyen de mêler des trucs qui, sur le papier, peuvent sonner absurdes, mais qui en fait ont l'air vraiment cool. Moi, je sais que quand j'ai vu le concept de Tetris Battle Royale, j'ai trouvé ça, par exemple, assez fascinant de me dire qu'il était possible de faire un jeu fun avec ces contraintes techniques-là. Après, moi, le jeu qui m'a le plus marqué à titre personnel, d'un point de vue game design, ça reste Undertale. J'en parle beaucoup et je vais essayer de pas le spoiler ici. Si jamais vous ne l'avez pas fait, je vous incite à aller y jouer. Il doit plus être très cher maintenant, aujourd'hui. Mais ce que moi j'aime, en tout cas dans le game design et ce que je trouve le plus intéressant, c'est la cohérence entre narration et gameplay. Ce qu'on appelle la cohérence ludonarrative, ce qui fait qu'on sent qu'il n'y a pas de dissonance dans notre cerveau entre l'histoire qu'on me raconte et ce que je pratique. J'aime bien prendre un exemple tout bête, mais par exemple, si on joue à un jeu où notre personnage est ultra sympathique, on le voit bienveillant, et qui passe tout le temps dans les phases de gameplay à tuer des gens à vue sans se poser plus de questions, ça dénote un peu avec les cinématiques qui essaient de nous faire croire que c'est un gars sympa et coolos. Et moi, ce que j'avais aimé, par exemple, dans Undertale, c'était le côté, vraiment, l'impact gameplay et la narration sont mêlés et logiques entre elles. Et pour moi, c'est un exercice de game design qui est très compliqué, de créer cette cohérence. Et moi, c'est ce que je recherche, en tout cas, en tant que game designer, c'est ce que je préfère et ce que je trouve le plus intéressant. Alors, Paul qui demande: «C'est quoi ta pire expérience vidéoludique en tant que joueuse et pourquoi?» Mais en gros, les pires expériences vidéoludiques, du coup, que j'ai pu voir en tant que joueuse, en plus, du coup, des expériences vidéoludiques qui me demandent d'incarner un personnage avec lequel je suis vraiment en désaccord, sur certaines valeurs qui sont pour moi importantes. C'est aussi les jeux qui vont pas m'inviter et qui vont vraiment me jeter dehors, parce que c'est pas accessible. Après, c'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des gens qui vont, aimer être ultra, challengés. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un temps assez limité pour jouer et c'est un défaut qu'on peut rencontrer, maintenant, je trouve en tant que game designer qu'il faudrait inspecter. Je pense qu'on aurait tous besoin de faire une petite introspection là-dessus. C'est comment on accueille les joueurs et pourquoi on rejetterait certains joueurs et pour moi la question de l'accessibilité, heu, elles sont importantes. J'essaye de trouver un exemple un peu concret, mais oui, par exemple, on a l'exemple des tutos. Pendant un temps, ça a été vraiment un point important pour les game designers de faire des tutos les plus épurés possibles et beaucoup de gens disaient: «On veut faire confiance à l'intelligence des joueurs et joueuses, sans avoir à les tenir par la main». Ce que je trouve respectable dans l'idée, c'est un challenge de game design assez conséquent. Le fait de se dire: «Eh bien moi, je vais essayer de faire en sorte que mon game design soit tellement pur que tout le monde puisse comprendre sans avoir à lire des pavés de texte».
Cependant, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a pas mal de joueurs qui ont des problèmes pour se repérer dans l'espace, d'autres qui ont des visions qui marchent pas forcément de la même façon. Il va pas y avoir les mêmes choses qui vont nous attirer l'œil, par exemple. Et moi, un jeu qui va me larguer dès le début et qui va pas vouloir m'expliquer parce que le game designer derrière était trop bien et trop intelligent pour m'accorder du temps et m'inviter à jouer à son jeu, ça va m'énerver. Mais je sais que ça fait un peu débat, au sein des communautés de game design. Il y a plusieurs discours qui ressortent, mais voilà, moi, c'est peut-être ça les pires expériences, c'est les tutos qui ne m'invitent pas non plus. Une question, quels sont les messages que tu aimerais faire passer dans tes jeux et notamment dans ton projet Propaganda? Alors en fait, depuis que j'ai lancé Propaganda, je pense que j'ai pas mal changé en tant que personne. Ça va faire bientôt 3 ans, hein, que je suis dessus et je suis dans ma vingtaine et j'ai constaté que la vingtaine, c'est un âge, dans lequel on change beaucoup, d'opinion, de manière de voir les choses. Dans Propaganda, j'ai choisi un jeu volontairement, nerveux et violent pour dénoncer, le fait que les joueurs sont conditionnés à jouer de certaines façons. Il y a pas mal de mouvements qui sont sortis un peu comme ça dans les jeux indépendants, ces dernières années, d'être un peu méta, le jeu qui va questionner le joueur sur ses pratiques de joueur. Moi, j'avais envie avec Propaganda de me dire: «Mais là, par exemple, je t'envoie dans un jeu à la guerre, je te donne pas plus de contexte que ça et en tant que joueur, tu as tellement intégré les codes des par exemple, des run and gun des années 80 que tu vas pas te poser plus de questions que ça et que tu vas juste tirer dans le tas. Si tu vois des éléments destructibles, des caisses et tout, tu vas pas forcément réfléchir plus que ça. C'est rigolo de casser des caisses dans un jeu, alors pourquoi pas le faire?» Avec Propaganda, j'ai voulu faire réfléchir à ça et j'ai voulu faire comprendre aux joueurs que les choix qu'on fait en tant que joueur ne sont pas forcément que des choix conscients qui vont être des choix de oui, non, est-ce que je décide d'être gentil ou méchant dans des dialogues et cinématiques, mais que c'est aussi la façon dont on joue, dont on décide de jouer, du rythme auquel on joue, des actions qu'on fait. Est-ce que je tue cet ennemi? Est-ce que je ne le tue pas? Est-ce que je l'esquive? Est-ce que je décide de prendre ce coup? Ça reste des choix. On nous les a jamais vraiment présentés comme tels jusqu'à présent, mais moi, c'est là-dessus que je voulais faire réfléchir. Tout ça en faisant réfléchir au-delà de nos réflexes de joueurs face au jeu et notre conditionnement, aussi nous faire réfléchir à notre conditionnement en tant qu'individu dans une société. Et là, j'ai pris l'exemple d'un conflit armé entre 2 pays, fictifs. Finalement, on revient sur la même question qui est celle des préjugés qu'on peut avoir et des habitudes qu'on peut avoir. J'ai envie de mélanger un petit peu ces 2 notions-là avec Propaganda, même si c'est quelque chose que j'aime faire. Après, je sais que dans le futur, j'aimerais bien changer un petit peu de style de jeu et d'être moins dans les jeux violents pour, passer des messages et pourquoi pas d'être dans des jeux où on prend plus soin, où on est plus dans l'empathie, mais d'une manière différente. Je pense que ça va changer en tout cas, comme je change en tant que personne, je pense que mes jeux de toute façon changeront aussi avec moi, quoi. Alors Lucie qui demande: «Est-ce que tu as des moments où tu doutes de tes choix et si oui, comment tu fais pour surpasser ça?» Alors je doute constamment de mes choix, mais ça, je pense que c'est un peu le lot de tous les game designers et devs indépendants en général. Surtout quand on est vraiment indé et que, bah, le choix est vraiment le nôtre. Dans un studio, comme très souvent on nous donne des directives, on a moins cette question de doute et surtout on est moins impliqué personnellement, je trouve. Donc c'est plus facile à occulter, mais je sais que moi sur ce projet, honnêtement, j'ai dû faire le deuil du jeu que je pensais faire. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est valable dans tous les milieux artistiques. Entre l'idée qu'on se fait et la réalisation concrète de ce qu'on est capable de faire, il y a toujours un fossé assez monstrueux, je trouve. Et je pense que ce qu'il faut faire pour surpasser ça, c'est de se concentrer sur l'envie de sortir quelque chose. Il y a une phrase que j'avais entendue, c'était «Done is better than perfect». En gros, un jeu fini, c'est mieux qu'un jeu qu'on veut parfait et qui sortira jamais. Le jeu parfait, de toute façon, il n'existe pas et il faut être capable de se dire: «Eh ben, si ce choix, il est moyen, c'est pas grave, ça remet pas forcément toute l'intégrité de mon jeu en question et je peux quand même faire quelque chose d'intéressant avec». Il faut vraiment ne pas se mettre la pression et éviter aussi de se comparer constamment aux autres parce qu'on a toujours l'impression que les autres, eux ne se trompent jamais parce qu'en fait, on a des biais aussi qui font qu'on a tendance à beaucoup plus partager ce qu'on réussit dans ce milieu-là que ce qu'on rate. Donc vraiment
partez du principe quand vous allez commencer un projet de jeu en indé, que de toute façon, ça ne sera jamais ce que vous avez vraiment imaginé au départ. Il faut le savoir en commençant. Ça aide un petit peu à digérer le truc, plus tard. Le Milka qui demande: «As-tu d'autres conseils en termes d'organisation, de répartition du temps, de méthodes que tu as mis en pratique lors de tes études et ou de ton travail sur ton jeu en indé?» en dehors de ce que tu as déjà dit tout à l'heure. En termes d'organisation, et de répartition du temps, il y a aussi une erreur, je pense que pas mal d'indés font, heu, c'est de vouloir travailler trop à fond tout le temps. Et la limite entre, temps libre et travail, quand on est indépendant et plus particulièrement quand on travaille de chez soi, est super dur à trouver. Moi, ce que je peux conseiller déjà, c'est, même si vous travaillez dans un appartement qui est petit, segmenter votre espace physique de travail. Je m'explique, moi, par exemple, je travaille uniquement à mon bureau sur ma tour, sur mon PC, vraiment qui est fixe. Je travaille uniquement ici. Quand je me repose, quand je joue, je suis sur mon canapé, sur mon lit et ça me permet de me déconnecter et de mettre une distance qui fait que mon cerveau sépare bien moment travail, moment détente. Parce que si jamais, je travaille, dans ma chambre, dans mon lit, qui sont normalement des espaces de repos, je sais jamais vraiment faire la déconnexion. Et je conseille aussi également, le truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est de segmenter ses journées. En vrai, prenez vos week-ends. C'est ultra important de faire des jours où vous coupez tout. Ça vous permet de revenir plus frais le lundi. Vous perdez pas 2 jours de travail en faisant ça. Vous gagnez du temps parce que souffler, ça va vous rendre plus productif parce que vous allez être tout simplement dans des meilleures conditions. Si vous êtes tout le temps fatigué et que vous avez tout le temps l'impression de travailler, vous allez procrastiner plus dans votre journée, vous allez être moins, je trouve, investi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans votre travail. Et aussi, prenez-vous des vacances. C'est dur psychologiquement parce qu'on a tendance à se dire: «Ouais, mais entre guillemets, je travaille pas vraiment dans un vrai cadre, je suis pas vraiment payée, c'est délicat. Si je m'arrête de travailler pendant 2 semaines, c'est chaud». Non, vraiment prenez-vous des vacances. Si vous sentez que vous êtes à bout, que là vous avez besoin de décompresser, bah, prenez-vous une semaine ou 2 et déconnectez tout. Le repos, c'est un vrai truc qu'on a tendance à oublier dans ce milieu parce que, bah, on est des passionnés et on a tendance à faire passer la passion comme unique moteur, mais il faut quand même, s'alimenter, bien dormir, être en forme et c'est le principal selon moi, pour être dans de bonnes conditions. Et petit tip que j'ai appris en tant que donc indé qui travaille depuis chez soi, ça peut être tentant parfois de, rester en fringues, très confort du genre pyjama pour bosser. Bah, un peu comme la segmentation de l'espace, je ne peux que vous recommander de finalement vous habiller avec des tenues que vous metteriez pour sortir, aller bosser. Moi, je sais que ça m'a aidé à mettre mon cerveau en conditionnement de: «Là, c'est le moment travail». Je suis assise à mon bureau, j'ai mes fringues, voilà, de boulot et c'est parti, je bosse. Parce que le problème, c'est qu'en étant un poil trop détente, la barrière devient floue et c'est assez dur psychologiquement. Alors Barry qui demande: comment se passe l'aspect marketing en tant qu'indé? Est-ce que tu as un budget prévu ou un plan prévu pour la promotion de ton jeu?» Alors c'est une excellente question. Mon cas est un peu à part par rapport aux autres développeurs indés. C'est parce que j'ai ma chaîne YouTube. Moi, ma communication et mon marketing finalement, il est déjà un peu fait. Puisque je m'explique, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, comme j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de mon expérience de jeu indépendant, il y a des gens qui sont au courant que mon jeu existe. Et ils sont au courant de quoi ça parle et il y a peut-être pour certains, de ce qu'on m'a dit en tout cas, qu'il y a une petite attente. En fonction de ce qu'on voit dans les vidéos, il y a envie de jouer. Donc moi, finalement, ma publicité, je la fais là-dessus. J'ai la chance, à l'heure actuelle, d'avoir bientôt 17 000 abonnés. Ce qui, dans l'espace indé, est pas évident. 17 000, c'est quand même beaucoup comme audience. Pas pour YouTube, mais pour l'indé, c'est pas mal. Donc moi, c'est ça, mon marketing, à titre personnel. En revanche, j'ai conscience que c'est pas du tout pareil pour d'autres personnes qui pourraient avoir, bah, des besoins spécifiques, qui ont pas de chaîne YouTube. Donc moi, ce que je recommande, c'est tout simplement aller demander à d'autres devs indés des conseils, se trouver un éditeur, parce que finalement,
Les éditeurs, c'est eux qui ont les contacts journalistes, c'est eux qui vont avoir du budget pour faire des trailers et vous mettre en avant sur Steam. Si on n'a pas ce Ouais, si on n'a pas cette vitrine, qu'est YouTube, ou autre, hein, ça peut être d'autres supports, je pense qu'il faut passer par un éditeur à un moment ou un autre. Et je pense que je vais prendre une dernière question, qui est celle de Julie qui demande: «Quelle est l'importance du scénario dans un game design document? Être capable, d'en inventer un, est-ce un plus pour se démarquer?» Alors il y a une, confusion, qui revient souvent sur le game design, c'est que le game designer n'est pas forcément la personne qui va s'occuper du scénario, en fait. Souvent, il y a un narrative designer ou un scénariste qui parfois peut m'être, comment dire? Contacté de manière externe, ça peut être un freelance qui va pas intervenir sur tout le projet, qui va juste proposer un scénario, quoi. Mmh. Donc finalement, le game designer, son rôle, ça va pas tant être de parler scénario, que de trouver des mécaniques qui sont en accord avec le scénario, qui vont pas être un total obstacle pour, ben, le bon déroulement de l'histoire, finalement. Après, être capable d'être narrative designer en plus de game designer et donc de savoir proposer des scénarios, effectivement, je pense que c'est un plus. Encore une fois, notamment dans les petits studios. Pour citer mon cas personnel, par exemple, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle How to Survive 2, qui est un jeu avec pas mal de quêtes, avec des personnages qui ont leur histoire propre et qui vont être directement liés au gameplay. En gros, on va avoir des quêtes, tel personnage a telle implication dans l'histoire, quel type de quête il va pouvoir nous donner. Là, c'était intrinsèquement lié et j'ai dû, à ce moment, faire moi-même la démarche, de proposer un scénario, en tant que game designer. Mais honnêtement, ça reste des métiers différents et ça va être au cas par cas dans les studios. Et peut-être en dernière petite question, en tant que femme qui a travaillé dans des studios, est-ce que tu as eu des mauvaises ou bonnes expériences? Est-ce que tu as, par exemple, ressenti un réel clivage dans l'industrie vidéoludique en tant que femme, embauche, prise au sérieux? Est-ce que tu as des conseils pour des femmes qui veulent travailler dans le JV? Alors oui, moi j'ai pu, connaître des mauvaises expériences malheureusement en tant que femme et en tant que jeune femme en plus, qui était que j'avais l'impression que mon avis comptait peu. J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas et ça c'est un réel, problème, pour les game designers, qui débutent. C'est qu'on a pas mal de biais sexistes dans notre société qui font que, en général, la parole des femmes est moins écoutée ou a l'air de moins peser. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de pas se laisser atteindre par ça et insister, quitte à parfois avoir l'air un peu austère. C'est quelque chose qu'on peut nous reprocher, mais bon, c'est surtout des projections que les gens peuvent faire sur nous par rapport à notre genre et à notre rôle genré dans la société. Il faut persévérer et bah, montrer que vous êtes, tout aussi capable que n'importe qui. Je dis pas que c'est la solution à tout. En réalité, la meilleure solution, ce serait que, ben, on soit prise au sérieux dès le début finalement, hein, puisque c'est ça un peu le nerf de la guerre. Moi, j'ai senti en tout cas un clivage dans le sens où j'étais une réelle minorité dans ma boîte. On devait être, à un moment, je crois qu'on était plus que 2 ou 3 meufs sur une vingtaine de personnes. Ce qui fait qu'il y a, même sans que les gens s'en rendent compte, parfois une espèce d'ambiance vestiaire, qui peut s'installer et qui est pas confortable et j'avoue que moi, je suis aussi, partie en indé pour avoir ce confort d'être, tout simplement dans un environnement dans lequel je me sens totalement sereine. Tout le monde ne peut pas se le permettre, j'en suis consciente. C'est un sujet délicat donc moi, ce que je recommande, c'est au moins d'essayer de bosser en studio, ne pas avoir peur de se lancer puisqu'il y a plein de studios dans lesquels ça se passe bien. Puisque tous les studios ne sont pas forcément, logés à la même enseigne. Il y en a, dans lesquels il va y avoir des, micro-agressions, voire agressions sexistes, plus violentes. Il y en a d'autres où ça va être des équipes à la cool, où ça va bien se passer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ne pas avoir peur de bouger si c'est possible, parce que c'est quand même important d'être bien sur son lieu de travail, c'est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps dans sa journée donc faut faut essayer de voir si on peut trouver un milieu dans lequel on se sent bien. En tout cas, moi, je sais que j'aurais bien envie de faire un studio. Pour pouvoir, bah, tout simplement, équilibrer la balance, faire en sorte qu'il y ait des gens qui connaissent ces questions, qui soient capables de, proposer des environnements qui soient safe pour tout le monde. C'est pas évident, mais
ça se fait de plus en plus. Il y a pas mal de studios, indépendants qui commencent à arriver, il y en a quelques-uns tenus par des femmes. Je pense par exemple à Accidental Queens. Donc rien n'est impossible, faut juste essayer de faire cette transition qui peut être un peu douloureuse. Mais et faut aussi moi, le conseil que je peux donner, c'est entre femmes jeux vidéo, parlez-vous, échangez vos expériences, soutenez-vous parce que la sororité aussi, c'est ce qui, selon moi, permet de tenir et permet de faire naître de beaux projets. Hésitez pas à travailler ensemble s'il le faut, ça peut aider, clairement. Et je sais pas ce qu'en disent, les, modérateurs, modératrices. Est-ce que, nous sommes arrivés au bout du temps imparti? Oui, bah oui, on va arrêter, il est 21h. On termine sur un beau message. Ah bah, oui, on fait ce qu'on peut. Donc, ben, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à toi d'avoir répondu aux questions. On a essayé d'en transmettre un maximum. On va mettre un petit lien vers ta chaîne YouTube pour les gens qui seraient curieux et qui connaîtraient pas encore ton projet. Bah, merci. Et puis on mettra aussi un lien vers l'enregistrement de l'audio que vous pourrez retrouver sur YouTube pour le réécouter et le partager aux gens qui l'auraient raté. Merci encore à toi Lola, c'était super intéressant, c'était super cool. Ah bah, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que j'ai pu répondre un maximum, à vos interrogations sur tout ça. Merci à tous, au revoir. Au revoir, salut!